L'hémicycle et la politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Zoom avec vous sur les Français face aux élections européennes. Elles auront lieu en juin prochain. Et c'est le thème du pouvoir d'achat, Alexis, qui s'impose parmi les adjuvants du vote. Alors, oui, vous avez raison. Je préfère que vous disiez adjuvant plutôt que critère principal ou critère de sélection. Il faut se méfier, vous savez, des sondages. Alors, il y a un sondage que nous commentons puisque nous disons toujours la vérité à nos auditrices, nos auditeurs. C'est la marque de fabrique de Radio J. C'est une radio qui parle vrai. Eurotrack, Opinionway, Vice Solis pour les Échos et Radio Classique qui témoignent du fait qu'il y a une remontée, on va dire, des priorisations des Français en vue de leurs intentions de vote. Nous en sommes au stade des intentions de vote, naturellement. Ça peut encore changer. Il y a des swing electors, comme aux États-Unis, qui peuvent changer, qui peuvent passer de LR à Reconquête. Mais il n'y a pas de Super Tuesday. Ou qui peuvent passer de LV au PS, etc. Il y aura encore, ou du PS à la Macronie, il y aura encore des mouvements. Mais enfin, effectivement, ce qui apparaît, c'est que nous assistons, comme le dit Frédéric Michaud, qui est directeur général adjoint d'Opinionway, à ce qu'il appelle un retour à la normale après une année 2023 qui avait été marquée, rappelle-t-il, par l'assassinat de Thomas à Crépol, horrible assassinat au couteau, vous vous en souvenez, par une bande de jeunes issus de familles venant de l'immigration maghrébine, et les thèmes autour de la loi de l'immigration qui avaient polarisé l'attention sur ce que j'appelle souvent avec vous dans notre jargon de petits politologues en herbe, le régalien. Voilà. Alors ça, c'est l'interprétation que fait de ce sondage, on va venir un peu dans le détail, Michaud, c'est que au fond le régalien ne serait plus le critère principal et qu'on reviendrait à une problématique socio-économique classique. Je m'en méfie, vous savez pourquoi ? Je ne dis pas que c'est faux, mais je m'en méfie parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit de nombreux Français, quelle que soit leur sensibilité politique, on le voit d'ailleurs avec les Gilets Verts, c'était notre commentaire d'hier, et je crois que vous allez en reparler demain avec l'excellent confrère Arnaud Benedetti. La grogne des agriculteurs. Que voit-on avec cette grogne des agriculteurs, des Gilets Verts, comme les appellent maintenant les plus en pointe dans le mouvement ? Eh bien, c'est effectivement qu'en réalité, les deux thématiques qui sont importantes aujourd'hui, c'est le culturel, c'est-à-dire que peut-on sauver de la continuité culturelle de la France ? C'est une vraie question pour beaucoup de gens, y compris en dehors du cercle des électeurs du Rassemblement national, contrairement aux apparences. Que certains ont appelé l'insécurité culturelle. Exactement, ce que Laurent Bouvet, notre ami proche comme moi de Manuel Valls en son temps, avait appelé dans un travail émérite l'insécurité culturelle. Il était d'ailleurs l'un des rédacteurs, vous voyez, c'était pas du tout un homme de droite, il rédigeait des discours pour François Hollande quand on s'est connus en 2012, et donc il a théorisé l'insécurité culturelle, elle se vérifie chaque jour. Donc je ne crois pas qu'il faille faire de l'insécurité culturelle quelque chose qui fonctionnerait en courant alternatif avec la préoccupation des fins de mois. Pour le dire avec les mots célèbres... Ces deux thématiques peuvent s'alimenter. La fin de la France, pour le dire avec les mots célèbres d'un ancien candidat à la présidentielle, la fin de la France préoccupe autant les Français aujourd'hui que les fins de mois. Mais aujourd'hui, c'est vrai, alors revenons à notre sondage, les fins de mois s'imposent au cœur des européennes qui commencent, avec notamment, évidemment, ce contexte où Bruno Le Maire annonce, et c'est sans doute pas une initiative fédératrice pour le coup de l'opinion, après cette espèce de bain de foule généralisé du nouveau gouvernement qui a été un peu oint en quelque sorte, non pas par le suffrage universel, mais par les regards de 68 millions de Français, les 10% de hausse de tarifs de l'électricité. Donc effectivement, tout ça va peser dans l'horizon des européennes. Alors si on détaille un peu les items, parce qu'après tout un sondage c'est une photographie en temps réel, nous sommes fin janvier, ça peut changer. Pour l'instant vous avez un pouvoir d'achat qui concerne 56% des Français qui vont compter le plus au moment de se rendre aux urnes. Et on est peut-être avant l'annonce de la hausse des prix de l'électricité, j'imagine. Mais évidemment, la photographie a été faite avant la hausse, on est bien d'accord, annoncée par Bruno Le Maire. Donc pour 56% des Français, c'est l'item qui compte le plus, voyez, et on est en hausse de 6. La hausse des prix est à 50 et on est en hausse de 5, mais la sécurité n'est qu'à 42 et on est en baisse de 3. Ce qui veut dire qu'effectivement, le moment de focalisation d'une grande partie des républicains français, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, sur les questions culturelles et civilisationnelles, pour employer le lexique cher à Éric Zemmour, serait actuellement plutôt en recul. Alors, toute proportion gardée, vous voyez, ça reste quand même à 42%. Et l'immigration à 40%. Donc, on aurait, dans cet horizon, un léger reclassement. Quelle est la conséquence de ce reclassement ? C'est qu'effectivement, il va
mettre aux prises, si on suit ce sondage, mais vous voyez ma prudence extrême, parce que ce sont des données arithmétiques qui ne disent pas tout de la finesse des sociologies. Il va mettre aux prises 2 partis qui ont misé, pardonnez-moi l'expression, elle est vulgaire, à fond les ballons sur le socio-économique. Le Rassemblement national. Exactement. Nous avons d'un côté Renew, donc le pôle Renaissance, qui est aujourd'hui incarné par un homme à trouver, mais ça sera peut-être Olivier Véran. Voilà, bon, quelqu'un qui en tout cas va incarner le renouveau de Renew, si vous passez l'expression. Donc ces gens-là sont pétris d'une lecture de la société française qui est fondamentalement socio-économique. On va y venir dans un instant. Et ceci renvoie, bien sûr, aux attendus, aux présupposés du macronisme. Je ne vous ai pas amené la Bible qui s'appelle Révolution parce que je ne voulais pas que vous la déchiriez en 1000 morceaux devant nos auditeurs qui auraient suspecté... Non, ça n'aurait pas été le cas. Mais je sais que vous été le cas. Non, mais vous m'auriez taquiné. Vous citez souvent la Bible du macronisme. Parce que je ne peux pas l'amener toutes les semaines, vous commencez à me connaître, c'est pas possible. Mais que si on revient aux fondamentaux du macronisme, c'est d'ailleurs des différences d'appréciation par rapport aux candidats de l'époque potentiels, aussi bien à Manuel Valls dans la Républicaine vert de gauche qu'à François Fillon à l'époque qu'il avait challengé. François Fillon comme Manuel Valls à l'époque insistaient beaucoup déjà, chacun dans leur genre, sur l'importance du régalien et des problèmes culturels. Le président Macron nous dit, dans Révolution, et il le dit avec... également Nicolas Sarkozy. Mais naturellement. Mais le président Macron nous dit, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, dans Révolution, comme il est, c'est un type brillant, il nous dit, non, mais attendez, c'est secondaire. Les problèmes des jeunes de banlieue se régleront le jour où on leur offrira un job. Il était cohérent avec lui-même, c'est lui qui a ouvert le marché du taxi, qui a dérégulé le marché du taxi, qu'il a conseillé, disons, à Jacques Attali, dans la commission dont il était le greffier lorsqu'il était encore en culotte courte. Symbole de l'ubérisation progressive de la société. Donc, nous avons un prisme originaire du macronisme qui est fondamentalement socio-économique. Aujourd'hui... Il en a un peu revenu quand même. Naturellement. Mais enfin, globalement, si vous voulez, si on résume le macronisme, c'est beaucoup de socio-économique, contrebalancé par le souci régalien que Brigitte Macron et un certain nombre de personnes de son entourage développent. En gros, je résume, vous voyez, c'est sur la longue durée. Alors vous avez raison. Voilà pour la première force, Alexis. Et la deuxième force, en fait, de ce point de vue-là, n'est qu'une sorte de symétrique inversée de Renew. Ce sont des gens, avec tout le talent politique qu'on est obligé de leur reconnaître. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que Bardella est un nul. C'est même probablement un des grands espoirs de la politique française aujourd'hui chez les trentenaires. C'est une évidence. Mais en revanche, quel est le fond de leur analyse? C'est la colère française n'est pas une colère civilisationnelle, n'est pas une colère identitaire, n'est même pas une colère relative à la capacité que nous aurions ou pas d'ailleurs de poursuivre cette aventure commune et ce plébiscite de tous les jours en quoi consiste un lien national. Ce serait d'abord le souci de nombreux Français, des classes populaires, les agriculteurs, mais aussi des classes moyennes, très larges, très amples aujourd'hui, de boucler leur fin de mois et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Vous n'avez pas l'impression néanmoins, Alexis, que le RN de Jordan Bardella et de Marine Le Pen soit parvenu à capter ces 2 inquiétudes culturelles, identitaires et sociales? Alors, je vais pas trop vite en besogne. Il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute. On va voir aux européennes. Ce qui est sûr, c'est que le cœur du bastion du civilisationnel, c'est François-Xavier Bellamy, probable tête de liste de LR, mais, comme le dit très bien Éric Zemmour, très isolé dans son propre parti, puisque il partage, en quelque sorte, son parti avec des gens qui, eux, s'en fichent un peu et sont surtout sur le socio-économique. Je vais très vite. C'est Reconquête. Alors, on aime, on n'aime pas, etc. Mais ça, c'est sûr que Reconquête, si vous voulez, tape sur un clou. Mais il fait beaucoup moins de social que le RN. Oui, mais il tape sur un clou avec beaucoup de cohérence, qui est la défense de la France. Faire en sorte que la France reste la France. Ils l'ont fait d'ailleurs avec tellement de cohérence que le président de la République leur a piqué le slogan. Bon, vous voyez, donc c'est vraiment la droite, le cœur de la droite civilisationnelle huntingtonienne, si l'on veut mettre des mots philosophiques. Et vous avez un RN qui oscille en réalité. Le fond de sauce, depuis, on va dire, le recentrage d'il y a une dizaine d'années, est quand même d'abord socio-économique. Rappelez-vous d'ailleurs que sur la longue durée de l'histoire de la Ve République, quelle place occupe aujourd'hui le RN en réalité dans les classes populaires? La classe du Parti communiste de notre petite enfance, je veux dire, quand on était dans les années 80. Georges Marchais. Exactement. Exactement. Ce sont les Georges Marchais d'aujourd'hui. Donc, la grille socio-économique l'emporte très largement. Mais vous avez raison, et là, je reconnais votre subtilité. Qui, par ailleurs, avait un discours extrêmement ferme sur l'immigration. Oui, mais là, vous avez raison, et je reconnais votre subtilité. Il y a quand même un petit champ de... Non. Mais il y a quand même un petit champ de tension qui commence à exister.
car Jordan Bardella, sous l'influence de certains de ses conseils, un philosophe qui le conseille, etc., se souvient qu'il n'est pas possible de gagner des élections à terme si on n'a pas aussi un discours plus générique, plus philosophique sur la France. Et il essaye parfois, de voler aussi ses mots à Éric Zemmour sur ce sujet-là. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter un podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous. Merci à vous. Radio J. Steve Nadler.